On écrit tous du code Python, on appuie sur exécuter, mais qu'est-ce qui se passe vraiment derrière? C'est ce qu'on va voir ensemble, on va plonger dans les rouages internes de Python. Voilà, c'est exactement la question à laquelle on va répondre. On va suivre le cheminement complet de notre code, depuis le moment où on l'écrit jusqu'aux toutes petites instructions que la machine, elle, va comprendre et exécuter. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord, on va regarder le voyage du code Python. Ensuite, on passera de la source au fameux bytecode. Après ça, on s'attaquera au moteur d'exécution, la PVM. On verra aussi comment l'inspecter avec le module 10. Et pour finir, on regardera un cas concret d'optimisation. Et puis, ce sera à votre tour d'explorer tout ça. Allez, c'est parti. On entend souvent dire que Python est un langage interprété. Eh bien, c'est un peu plus subtil que ça. En réalité, il y a une étape de compilation intermédiaire et c'est ça qui est super intéressant à comprendre. Donc, première étape clé, la transformation de notre code source. Et ça, c'est le boulot de CPython, l'interpréteur que la plupart d'entre nous utilisons sans même le savoir. Ce processus, il se fait en 4 étapes. On commence avec notre bon vieux fichier .py. D'abord, Python l'analyse pour créer ce qu'on appelle un arbre syntaxique abstrait. C'est une sorte de représentation structurée du code. Ensuite, cet arbre est compilé. Et c'est là qu'on obtient le fameux bytecode. Et ce bytecode, il est sauvegardé dans un fichier .pic. Prenons un exemple tout simple pour voir ça en action. Imaginez un petit module Python, mymodule.py, avec juste une fonction et une variable. Rien de bien compliqué. Eh bien, même pour ce code tout bête, tout le processus qu'on vient de voir va s'appliquer. Alors, la première fois qu'on lance ce script, hop, Python crée un dossier _pi caché. Et dedans, on y trouve notre fichier mymodule.cpython quelque chose.pyc. En fait, c'est une mise en cache. Pourquoi? Pour aller plus vite. La prochaine fois qu'on lancera le script, si le code n'a pas bougé, Python prendra directement ce fichier .py et zappera les étapes d'analyse et de compilation. C'est un gain de temps non négligeable. Ok, super, on a notre bytecode. Mais qui va lire et exécuter ce truc? C'est là qu'intervient la pièce maîtresse du système, la machine virtuelle Python, la PVM. La PVM, c'est vraiment le moteur de la voiture. C'est elle qui va prendre nos instructions de bytecode une par une et les exécuter. Son truc à elle, c'est de fonctionner avec une pile. Imaginez une pile d'assiettes. Elle ajoute une instruction dessus, puis une autre, puis elle prend les deux du dessus pour faire une opération. C'est ce mécanisme qui permet au même bytecode de tourner sur Windows, Mac ou Linux. C'est la magie de l'abstraction. Regardons ça de plus près avec une opération toute simple. X égale 5 plus 3. La première instruction que la PVM va voir, c'est load const 5. Littéralement, charge la constante 5. Et hop, elle met le chiffre 5 tout en bas de notre pile. Juste après, instruction suivante, load const 3. On l'aura deviné, la PVM prend le 3 et le pose par-dessus le 5 dans la pile. Notre pile contient maintenant 5 puis 3. Et c'est là que ça devient intéressant. L'opcode suivant, c'est binary underscore add. La PVM regarde le haut de la pile, elle voit le 3 et le 5. Elle les prend tous les deux, les retire de la pile, fait l'addition, 5 plus 3 ça fait 8, et elle remet le résultat 8 sur la pile. C'est simple et super efficace. On y est presque. Dernière étape, store fast x. La PVM prend ce qu'il y a en haut de la pile, notre 8, et le stocke dans la variable x. La pile est de nouveau vide, notre variable x contient 8. Mission accomplie. Maintenant, la question que tout le monde se pose, comment on peut voir ces instructions de bytecode? Est-ce que c'est une boîte noire? Pas du tout. Python nous donne un outil intégré génial pour ça, le module 10, comme disassembler. On va s'en servir tout de suite pour comparer deux façons de coder la même chose. D'un côté, on a une cascade de if et if-else, la méthode classique. De l'autre, une recherche dans un dictionnaire, une approche un peu différente. L'objectif est identique, mais on va voir que sous le capot, ce n'est pas du tout la même histoire. Et voilà le résultat du 10. Regardez bien. À gauche, avec les if-else, on voit plein d'instructions de saut comme pop, jump if false. La PVM doit tester une condition, puis sauter à un autre endroit du code. C'est un vrai parcours du combattant. À droite, avec le dictionnaire, c'est beaucoup plus clean. On charge la méthode et on l'appelle. C'est direct. Quand il y a beaucoup de choix possibles, la version dictionnaire est souvent bien plus performante, car elle évite tous ces sauts. Bon, tout ça c'est bien beau, mais à quoi ça sert dans la vraie vie? Eh bien justement, passons à un cas pratique, une histoire vraie de comment l'analyse du bytecode a sauvé la mise sur un problème de performance. Imaginez une application financière. Une fonction super importante mettait un temps fou à s'exécuter. En utilisant 10, les développeurs ont trouvé le coupable. Dans une boucle qui tournait des milliers de fois, le code faisait sans arrêt des load global et des call functions. Une perte de temps énorme. La solution?
toute simple une fois le problème identifié. Ils ont mis la variable en cache localement avant la boucle et ont intégré directement le code des petites fonctions. Et le résultat? Eh bien, il est sans appel. 35% de réduction du temps d'exécution. C'est énorme. Grâce à ça, l'entreprise a pu tenir ses délais de reporting. Voilà l'impact très concret de savoir lire le bytecode. Ce n'est pas juste de la théorie, ça peut résoudre de vrais problèmes. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que comprendre le bytecode, ce n'est pas juste pour la culture générale. C'est un véritable outil de pro. Ça permet de chasser les goulots d'étranglement, d'optimiser son code et au final, de mieux comprendre comment Python fonctionne vraiment. Et pour finir, une petite question pour ouvrir la discussion. On a beaucoup parlé de performance, mais à votre avis, comment est-ce que cette analyse du bytecode pourrait nous aider à trouver des failles de sécurité? Je pense par exemple à des chemins d'exécution cachés ou inattendus dans une grosse application. C'est une piste de réflexion super intéressante, non?